C'est notre rendez-vous du week-end, une semaine dans le monde, l'actualité vue par nos éditorialistes. Nous sommes 3 ce soir sur ce plateau, les meilleurs. Renaud Girard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter, chroniqueur international au Figaro. Tous les mardis, il y a votre chronique internationale dans le quotidien. Patricia Alémonière est avec nous ce soir. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Ça commence bien, vous êtes grand reporter. Merci de nous apporter votre analyse sur ce plateau. Et puis Laure Simoes vient avec grâce nous présenter les dessins de Cartooning for Peace. On va voir si vos dessinateurs ont une nouvelle fois été bien inspirés par nos thèmes. Alors voyons ce qui va concentrer nos échanges ce soir. Les développements sont toujours aussi rapides, évidemment, concernant l'Ukraine. Les perspectives de trêve et les alliances volatiles. Vladimir Poutine ne veut pas se laisser dicter un rythme qui ne lui convient pas. Face à ce désordre, cette incertitude, l'Europe avance sur le dossier de la défense sans rassembler totalement. Il y a un nouveau sommet qui sera organisé à Londres ce samedi. Les massacres perpétrés contre des civils alaouites dans l'ouest de la Syrie ont été unanimement condamnés. Le nouveau pouvoir est-il capable d'assurer la paix et l'unité du pays? Le souhaite-t-il? Il avait affirmé qu'il n'y aurait pas de vengeance à l'encontre des partisans du régime déchu. C'est chose faite depuis mercredi. Les droits de douane de 25% s'appliquent aux principaux partenaires commerciaux des Américains, qu'importe si ce sont des alliés. Bruxelles a riposté. Donald Trump a choisi la surenchère en s'attaquant à présent aux vins et champagnes européens. Menace, volte-face, les marchés n'aiment pas du tout. Nous verrons aussi quelles pourraient être les conséquences pour l'économie américaine elle-même. C'est ce que nous aborderons tout à l'heure. Mais avant cela, l'attaque massive de drones ukrainiens en Russie a surpris mardi matin alors que l'armée ukrainienne essuie de plus en plus de défaites. Vladimir Poutine s'est rendu dans la région de Koursk pour encourager ses soldats, tandis que l'activité diplomatique et les pressions sont intenses pour obtenir le plus rapidement possible une trêve. Oui, mais, répond pour l'instant Vladimir Poutine, ça sonne plutôt comme un non. L'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, n'est pas resté longtemps à Moscou. Je vous propose d'écouter le président américain ainsi que son homologue russe. Nous avons eu un grand succès hier. Nous avons un cessez-le-feu complet qui est prêt. Quand est-ce qu'il entrera en vigueur? Nous allons voir. Cela dépend de la Russie maintenant. Mais nous avons eu de bonnes relations avec les deux parties et nous verrons. Des gens se rendent en ce moment même en Russie et nous espérons obtenir un cessez-le-feu de la part de la Russie. Et si nous y parvenons, je pense que nous aurons fait 80% du chemin pour mettre fin à cet horrible bain de sang. C'est un bain de sang qui se déroule là-bas. En moyenne, 2 à 3 000 jeunes sont tués chaque semaine. Cette guerre stupide n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. Les propositions d'arrêter les combats. Mais nous pensons que cette cessation d'hostilité doit mener à la paix à long terme. Patricia, Renaud, on va revenir sur ce qui ressemble pour l'instant à un camouflet pour Donald Trump. Mais avant cela, où en est-on exactement sur le terrain? Ces deux aspects diplomatiques et militaires sont évidemment liés. Les Ukrainiens semblent sur le point de perdre la région de Koursk en Russie. Ce qui les priverait du coup d'une monnaie d'échange, notamment dans ces éventuelles négociations, Patricia? Oui, enfin, je ne sais même plus si on en est aux monnaies d'échange, en fait, aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans les tout derniers développements, c'est cet échange totalement surréaliste entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Donald Trump, d'un seul coup, publiant sur ses réseaux sociaux, ma foi, il y a des milliers ou plusieurs milliers de soldats ukrainiens qui sont encerclés à Koursk. Ils vont être massacrés. Sous-entendu, s'il te plaît, Poutine, ne les tue pas, parce que la veille, Poutine, sur le terrain en habit militaire, avait dit qu'il les considérait tous comme des terroristes et qu'il fallait les traiter sans pitié. Et là, Poutine qui répond, alors que quand même, c'est pas du tout le style de répondre dans l'immédiateté. Poutine qui répond: ah oui, bon, bah écoute, grosso modo, on va bien les traiter. On va les traiter comme des prisonniers de guerre. Et, plus étonnant, une vidéo postée par un soldat russe
qui s'étonne de cette mansuétude soudain de son commandement et qu'il dit sur la vidéo « Ah oui, on aurait pu tous les massacrer, hein, ils étaient à la portée de canon, à la portée de nos missiles. » Et mon chef qui me dit « Il faut pas les frapper, il ne faut pas les toucher. » Et donc le soldat russe, apparemment, est très surpris par cet ordre totalement contradictoire avec tout ce qu'il a eu jusqu'à présent, mais il obéit à son chef. Et là, on a l'impression qu'on est une danse, un pas de deux, totalement réglé, entre, d'un côté, Trump qui appelle à la mansuétude de Poutine, et Poutine qui répond... mais en même temps, Trump n'obtient pas ce qu'il veut, c'est-à-dire une trêve rapidement. Néanmoins, il y a un dialogue qui s'instaure par médias interposés, par télévision du monde interposé, alors que effectivement sur le terrain, moi je ne dirais pas que Trump n'obtient pas ce qu'il veut, parce qu'il aurait été bien naïf de penser que Vladimir Poutine allait répondre immédiatement à ce qu'il lui a dit. Trump est un homme qui est dans l'immédiateté, qui veut quelque chose tout de suite, et en face de lui, il a quelqu'un qui vit sur le long terme et qui prend son temps. Mais là, justement, aujourd'hui, les deux, d'un seul coup, ils sont unis dans l'immédiateté, ce qui est une rupture par rapport à la façon dont, en général, agit Vladimir Poutine. Mais malgré tout, Renaud, si je file la métaphore, qui mène la danse? C'est Poutine, c'est ce qu'on sent. C'est lui qui impose son rythme. La personne qui a ouvert le bal, c'est quand même Donald Trump. Oui. C'est lui qui a dit je vais faire la paix. Mais là, il est l'amoureux transi qui a envoyé la missive et qui attend la réponse. C'est ni Zelensky, ni Poutine qui a posé une problématique extrêmement simple en disant que cette guerre était ridicule, ce qu'il a dit, et qu'il allait l'arrêter. On verra s'il y arrive. Mais c'est le premier qui l'a dit aussi clairement. Et, ni Zelensky l'avait dit, ni Poutine l'avait dit, ni même l'Union européenne ne l'avait dit. Donc c'est lui qui a ouvert le bal. Alors, est-ce que ce bal va donner quelque chose? On attend tous. Effectivement, s'il y a une dynamique, c'est-à-dire que si les Russes acceptent cette trêve totale, parce que c'est une trêve, les Ukrainiens étaient prêts à une trêve dans le ciel et sur la mer, mais pas sur terre. Ils ont changé de position dans les contacts à Riyad. Et alors, si on arrive effectivement à avoir un cessez-le-feu, mais il faut attendre, ça serait un progrès quand même considérable, parce qu'on rappelle qu'il n'y en a pas eu de cessez-le-feu depuis le 24 février 2022. Il y a eu des négociations à Istanbul qui ont failli aboutir sur un cessez-le-feu et peut-être un accord de paix, mais elles ont échoué après une visite de Boris Johnson à Kiev en début avril 2022. Et donc, et là, on voit qu'il y a une accélération sur le terrain à la faveur de Vladimir Poutine qui se dit je continue à avancer, du coup, ça me permet d'être en position de force. Et oui, alors cette difficulté à répondre. Effectivement, sans doute qu'il veut récupérer la totalité du saillant de course qui avait été occupé par les Ukrainiens, mais bon, ça, c'est une bataille qu'il a visiblement déjà gagnée, mais c'est pas stratégique. On ne parle pas de choses stratégiques. Si effectivement il y a un cessez-le-feu, là il y a une dynamique qui s'enclenche, parce que je pense qu'il y a peu d'enthousiasme en fait en Russie pour aller tuer des Ukrainiens. D'ailleurs, il faut recruter des Nord-Coréens. Oui, il y a beaucoup le jeune Russe de base n'a pas du tout envie, si vous voulez, d'aller tuer des Ukrainiens. Les Ukrainiens sont des frères slaves orthodoxes des Russes, ils n'ont aucune envie d'aller le faire. Et il y a aussi une fatigue assez considérable du côté des Ukrainiens. Donc si chacun des présidents a une porte de sortie, peut dire sauver la face. Alors Poutine il dira j'ai sauvé les russophones du Donbass, voilà. Et puis Zelensky pourra dire j'ai sauvé l'indépendance et la liberté de l'Ukraine, ce qui est vrai d'ailleurs. Peut-être qu'on peut avoir chacun peut proclamer victoire et que le projet de Trump peut tenir. Mais les hommes politiques doivent être, vous savez, jugés pas sur leurs beaux discours, sur leurs résultats. Alors, on verra bien. Voilà. Alors, vous évoquiez les Européens qu'on n'avait pas entendus, effectivement, fermement. Là, ça bouge. Est-ce que, Patricia, les Européens ne sont pas en train de surprendre, finalement, Vladimir Poutine et Donald Trump en étant présents sur le plan politique, sur le plan militaire, en parvenant à se rassembler, même s'ils ne se rassemblent pas totalement? On va peut-être le voir, mais...
Dans l'urgence, on a vu une succession effectivement de réunions orchestrées à Londres, puis à Paris, puis de nouveau qui se passera de nouveau à Londres, autour des chefs d'état-major. On voit que la France informe les hommes politiques. Enfin bon, il y a une espèce de machine qui se met en marche. Mais cette machine, elle est à deux niveaux. Elle est à un niveau diplomatique et elle est à un niveau militaire. Je mettrais le militaire dans le cadre de l'OTAN, parce qu'effectivement, on s'est aperçu que finalement, on n'était pas très équipé pour faire face en cas je ne dirais pas d'offensive, mais enfin en cas d'agressivité majeure russe, et puis en plus en cas de retrait partiel ou de désintérêt des États-Unis. Donc il y a un sursaut militaire sur le plan de l'industrie militaire, de la reconstitution des armées, et ça c'est parti pour 10-15 ans. Si tant est que le sursaut se poursuit, parce que ce qu'on sait forcément, c'est que l'homme politique travaille dans le temps court et sauf Poutine et Xi en Chine ne travaille pas dans le temps long. Donc là, on ne sait pas ces projets de réindustrialisation et de reconstitution des forces militaires européennes s'il se poursuivra dans le temps long. Mais ça, c'est le côté militaire. Et puis il y a le côté diplomatique. Et là, franchement, sur un plan diplomatique, pour l'instant, on est plutôt absent. Les négociations se passent à Riyad avec Marc Rubio et Waltz, qui sont l'un militaire, l'autre avec vraiment un peu de diplomatie. Enfin, c'est des hommes un peu chevronnés, qui connaissent un peu des questions dont ils parlent. Et puis l'autre qui se passe à Moscou avec un businessman qui est devenu le représentant, le double en quelque sorte de Trump pour ces questions-là. Voilà, Mike Waltz. Et donc, pas Mike Waltz, Steve Witkoff. Voilà, Mike Waltz, c'est l'autre. Et donc, on voit très bien que on a deux temps, et sur le temps diplomatique, l'Europe, effectivement, n'a pas sa place pour l'instant. Alors on dit oui, on pense à un modèle où on voudrait être présent pour les garanties de sécurité sur le sol ukrainien, mais si les Russes ne veulent pas, je ne vois pas comment l'accord de paix, là, pour le coup, pourra se conclure. Et là, les Russes sont très fermes. Pas de troupes européennes, pas de troupes de l'OTAN. L'OTAN et les troupes européennes étant membres de l'OTAN. Donc, enfin, pour la plupart. Donc, à part d'accepter des Chinois, des Indiens et des Brésiliens, Sud-Africains, l'Europe, pour l'instant, n'est pas là. Et donc, l'Europe, sur un plan diplomatique, elle est absente. On fait des réunions, mais on ne fait que des réunions. On n'est pas dans l'action. Alors que la Russie et les États-Unis sont dans l'action. Il vous semble que les Européens vont se retrouver bloqués de toute façon, au-delà de l'aspect diplomatique, mais sur le terrain par les exigences russes? Oui, de toute façon, il y aura plusieurs phases. Alors, il peut y avoir un cessez-le-feu. Alors, toute la question, la paix, c'est autre chose. La paix, on ne l'aura peut-être pas dans les 10 ou les 20 prochaines années, parce que la paix, ça veut dire qu'on a un accord territorial. Et je ne vois pas les Ukrainiens accepter sur le papier que la Crimée et que les 4 oblasts que veut annexer Vladimir Poutine, enfin qu'il a annexé d'ailleurs dans sa constitution, appartiennent à la Russie. Je ne les vois pas signer ça. Donc la paix, non, mais le cessez-le-feu, et on peut vivre très longtemps avec le cessez-le-feu. C'est ce qui se passe depuis depuis 70 ans en Corée, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, et qui a permis d'ailleurs à la Corée du Sud de devenir un pays extrêmement développé. Alors là, aujourd'hui, sur le cessez-le-feu, je pense que ça peut tenir. Alors, toute la question, effectivement, c'est qui va contrôler le respect de ce cessez-le-feu. Il y aura certainement des satellites américains de contrôle, ça c'est sûr. Il n'y aura sans doute pas des soldats américains sur le sol. Et les Chinois, vous en avez parlé, ont signalé leur bonne volonté, en fait. Les Chinois pourraient très bien, effectivement, patrouiller. Ils sont attaqués, les Chinois, depuis l'arrivée de Trump. Les Chinois, si vous voulez, acceptaient, ça serait une résolution de l'ONU, puisque voilà, et puisqu'elle serait pas, les Russes ne mettraient pas leur veto, puisque les Chinois sont leurs amis. Et donc, on pourrait très bien, effectivement, imaginer des troupes chinoises, oui, les BRICS, les Brésil, etc., sud-africains, qui sommes-nous prêts pour tous ces bouleversements en Europe? Non, qui
qui patrouillait cette ligne de cessez-le-feu, si tant est qu'elle ait besoin. Si les deux pays sincèrement veulent le cessez-le-feu, est-ce qu'il y a besoin de tant de casques bleus sur le terrain? Déjà, il faut attendre la réponse de Poutine. Laure, on va passer au dessin. Oui, quelles ont été les inspirations? Je vais vous montrer 4 dessins sur la séquence de la semaine. On commence par ce dessin du dessinateur suisse Hermann pour la Tribune de Genève. On voit qu'après l'affront du bureau ovale, Zelensky est contraint de se rabibocher évidemment avec Trump pour sauver ce qui peut encore être sauvé. On pourrait mettre de nombreux autres dirigeants à la place de Zelensky, c'est avec pas les droits de douane. On gardera ça pour la fin de l'émission. L'Ukraine et les États-Unis s'accordent sur un cessez-le-feu. C'est ce qui s'est passé en début de semaine. Alors je trouve que l'image du dessin, elle est très, très bien trouvée parce que Trump qui n'avait, on se souvient dans la scène du bureau ovale, pas du tout apprécié sa tenue, eh bien il l'habille d'une de ses cravates rouges, mais c'est en fait une façon de lui mettre la corde au cou. Donc c'est particulièrement bien vu. Un autre dessin du dessinateur français Cac pour l'Opinion, qui est aussi, je trouve, très bien vu, parce qu'on voit le Trump pressé de faire la paix, comme on vient de le dire, qui est pour la paix, la paix à tout prix, bien sûr, et qui est à ses côtés, on reconnaît l'ours russe qui feint de la vouloir, mais dont la férocité ne fait pas de doute. Et puis on a Zelensky, on le voit, qui s'est fait tordre le bras, et puis en face, vous aurez reconnu la silhouette des Européens. On reconnaît Macron, vaguement Ursula von der Leyen, moi je suppose que c'est Keir Starmer avec la petite mèche folle, qui sont quand même encore sidérés. Il y a quelques semaines, les Européens n'étaient même pas autour de la table. Là, ils commencent un petit peu à apparaître autour de la table. Si c'est perçu par vos dessinateurs, exactement. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a peut-être une légère progression, même si de fait, ils ne sont pas autour de la table dans la réalité. Un autre dessin du dessinateur français Rodot, qui nous montre le jeu tout aussi sadique du maître du Kremlin, qui est apparu hier aussi en tenue militaire, et qui répond ce fameux oui mais non en gros, et comme on vient de le dire, gagne du temps, cessez le feu en Ukraine, nous soutenons une trêve, le temps de nous installer à Koursk. Voilà, c'est effectivement bien vu. Puis pour terminer, un dessin vu par les intéressés eux-mêmes, les Ukrainiens, Kazanevski, grand dessinateur ukrainien. Je trouve que c'est bien de terminer par ce dessin parce qu'il résume parfaitement à la fois la vision des Ukrainiens de ce conflit et du moment que l'on vit, et puis le rapport de force qui est en jeu. Et on le voit, ce rapport de force traduit par les proportions dans ce dessin, où on voit effectivement un Trump gigantesque qui soutient, qui force à ces négociations de paix. Et puis on voit surtout l'Ukraine toute petite, avec un Zelensky qui est sur le point de tomber au bord du précipice. Donc c'est important quand même de terminer avec ce dessin. C'est vraiment beaucoup de talent. On va revenir à présent sur la Syrie et les questions soulevées par le massacre de centaines d'Alaouites. On parle de plus de 1300 personnes tuées dans l'ouest du pays le week-end dernier. 3 mois après la chute du régime de Bachar al-Assad, la capacité du nouveau dirigeant d'unifier le pays, mais aussi de contrôler ses hommes les plus radicaux, est interrogée. Un accord surprise conclu avec les Kurdes de Syrie pourrait aller dans le sens de l'unité, mais il reste encore très vague. Je vous propose d'écouter Ahmed Al-Shara au sujet de cette commission d'enquête qui a été annoncée après ces massacres. Nous avons annoncé la formation d'une commission pour enquêter sur les événements qui se sont produits sur la côte, traduire les personnes impliquées en justice et révéler les faits au peuple syrien afin que chacun sache qui est responsable de ces actes de sédition et de ces complots. Renaud, les Alaouites ont été massacrés en nombre, je le disais, on parle de 1300 personnes, des chrétiens aussi, il n'y a pas que des Alaouites. On est loin des promesses du dirigeant de HTS d'unifier et puis surtout de ne pas prôner la vengeance. Qu'est-ce que ça signifie ? On se souvient qu'il y avait des manifestations en 2011 lors des printemps arabes, je mets printemps entre guillemets évidemment. Je suis passé à Damas en 2011-2012, et où il y avait certains manifestants, pas tous, mais certains barbus criaient en arabe l'Alaouite au tombeau, le chrétien à Beyrouth. Et donc ça faisait craindre, effectivement, dès cette époque, si
si les islamistes gagnaient la bataille, eh bien, un génocide des Alaouites et le renvoi de tous les chrétiens vers Beyrouth, c'est-à-dire la forteresse chrétienne au Moyen-Orient, le Liban. Alors, c'est très inquiétant, ces massacres de civils alaouites. Vous avez vu les photos, elles sont horribles. Mais ce sont des familles entières. Il faut croire Al-Shara, pour le moment, je pense, sur parole. C'est-à-dire qu'il faut voir si ceux qui ont perpétré ces massacres sont vraiment arrêtés et jugés. Ça, c'est très important. Qu'il y ait des sanctions assez vite prises. Parce qu'il faut assurer les Alaouites et les chrétiens, d'ailleurs, que certains commencent à partir, d'ailleurs. Il y a eu des fuites assez rapidement. Il y a eu beaucoup de chrétiens qui sont déjà partis de Syrie. Voilà, alors on attend de voir. Il faudra juger Al-Shara sur... les discours sont bons, il faudra le juger sur les faits. Je ne pense pas une seconde que ce soit lui qui ait ordonné à quiconque de massacrer ses Oui, mais ça interroge du coup sa capacité à contrôler ses propres troupes. Peut-il être le Michael Collins de la Syrie? Michael Collins, c'est celui qui avait dirigé, vous vous souvenez, c'était il y a longtemps, hein, c'était juste après la Première Guerre mondiale. Donc le soulèvement irlandais contre les Anglais, qui était en Irlande, et qui finalement a obtenu un accord de paix avec l'Angleterre, qu'il a signé. Donc une partie de l'Irlande restait anglaise, c'est l'Ulster, elle est toujours anglaise aujourd'hui. Mais il y a des extrémistes irlandais qui n'étaient pas d'accord avec le chef, avec ce traité, et il les a matés, si vous voulez. Il a été terrible, Michael Collins. C'était vraiment un homme d'État. Il a dit, voilà, on a signé, maintenant, c'est fini. Est-ce que Al-Shara va pouvoir faire la même chose avec des troupes qui se réclament plus ou moins de lui, ou des frères musulmans, parce que c'est un ancien frère musulman, Al-Shara? Est-ce qu'il va vraiment pouvoir faire ça? S'il réussit, eh bien, je pense que le mouvement actuel où la communauté internationale, les Occidentaux et les pays arabes du Golfe se sont rapprochés de lui, va continuer. Il va pouvoir reconstruire son pays. Et d'ailleurs, il demande à ce moment-là à la France un conseil technique ou de la coopération en matière de gendarmerie et d'armée, moi je trouve qu'il faudrait les lui donner, mais à la condition qu'il montre clairement sur le terrain, notamment en punissant les assassins, qu'il est tout à fait sérieux dans son projet de maintenir la paix civile en Syrie. C'est ça, Patricia. La paix et la sécurité, c'est un enjeu qui est essentiel pour lui. C'est vrai que l'annonce de cette commission a été très très rapide. Ça a même pu surprendre parce que c'est presque une démarche très occidentale de surveiller, de contrôler, de juger, de condamner derrière. Les Syriens veulent justice aujourd'hui. Ils ne veulent plus vengeance. C'est terminé pour eux. Oui, enfin, certains veulent vengeance. On peut dire qu'une majorité... Ceux qui veulent la paix, ceux qui veulent un pays stable. Une majorité de la population, comme toutes les populations, veulent la paix et vivre en paix. Mais partout, il y a des extrémistes qui ne veulent pas, soit qui veulent la continuation de la guerre pour leur propre fin, soit qui veulent vengeance, tout simplement, contre les Alaouites, parce que leur père a été assassiné dans des conditions abominables, parce qu'il y a eu des atrocités commises par le régime. Alors, effectivement, comme l'a très bien expliqué, qu'on vient très bien de le comprendre maintenant, l'enjeu est très important et la responsabilité qui pose sur les épaules de Al-Shara est très importante, parce que la Syrie est un pays qui est divisé. Il y a des Druzes, il y a pléthore de communautés et pléthore de rancœurs. Par exemple, ne prenons que l'armée qui a renversé le pouvoir, les forces militaires qui ont renversé Assad. Mais elles sont multiples. Elles sont composées de l'ancienne armée syrienne libre, par exemple. Alors, l'ancienne armée syrienne libre dans la région du Sud et sont des forces plutôt qui avaient été formées un peu par les Américains, qui sont plutôt, j'ai envie de dire, cohérentes et disciplinées, entre guillemets. Mais celles du Nord qui obéissaient et qui sont en somme les supplétifs de la Turquie lorsqu'il s'agit d'aller faire des exactions contre les Kurdes. Alors ceux-ci, ils se sont, semble-t-il, un peu déchaînés là aussi contre les Alaouites, vous voyez. Donc, et puis, dans ce contexte-là, il y a eu tout un contexte régional, international, où les Iraniens, tout le monde s'y est mis pour faire de la désinformation. Ce qui a circulé sur les réseaux sociaux,
photos, mais il y a un paquet d'images qui sont absolument fausses, qui sont détournées, qui viennent de 10, 15, 20 ans. Donc, si vous voulez, il y a un enjeu. Et il y a des gens qui ont intérêt à ce que la stabilisation ne marche pas en Syrie, et donc ont tout intérêt à faire en sorte que Al-Shara, son pari, ne soit pas gagné en quelque sorte. D'où l'importance de cette image qu'on va voir, de ce sonore qu'on va écouter, cette rencontre, cette paix signée, cet accord en tous les cas conclu. Voilà, merci infiniment Patricia, vous avez le sens de l'info. Entre donc Al-Shara et le commandant des forces démocratiques syriennes à dominance kurde, là on a deux communautés qui se rassemblent, une communauté très importante qui pèse lourd dans la démographie du pays et qui dit on est prêt à accompagner un État fort. Je vous propose d'écouter donc le dirigeant syrien. Que cela soit un nouveau tournant historique pour la Syrie, où nous remplacerons la répression par la justice, la destruction par la construction, l'ignorance par la connaissance, si Dieu le veut, où nous remplacerons également la torture par la miséricorde. Nous demandons à Dieu que cela soit un bon départ pour la nation syrienne sur la voie de la construction et du développement. Merci à tous. Et oui, Patricia, Ahmad Al-Shara peut être satisfait, surtout après les massacres du week-end précédent. Oui, c'est une note d'espoir dans un océan de nouvelles qui ne sont quand même pas très bonnes, parce que les femmes, par exemple, sont très inquiètes en Syrie aussi sur leur liberté de comportement. Donc là, alors l'accord est flou. Oui, c'est une feuille de route plus qu'un accord. C'est une feuille de route. Les Kurdes regardent ça avec quand même un peu de distance, parce qu'ils auraient aimé que le mot République arabe, le mot arabe disparaisse, parce qu'ils sont Kurdes, puis il y a les Druzes aussi. Donc, du côté de HTS aussi, ça dérange, parce qu'ils sont un peu trop libéraux par rapport à eux. Quant aux durs qui entourent Al-Shara, effectivement, ils ne sont pas satisfaits, parce qu'ils ont eu un choc psychologique en voyant les deux hommes se serrer la main, parce qu'ils ont quand même serré la main avec quelqu'un du PKK, qui est quand même tout ce que les ex-djihadistes d'Al-Nusra, dont faisait partie Al-Shara, qui était un des fondateurs, eh bien, détestent. Donc, cet accord, il a quand même été réalisé avec une grosse pression américaine derrière, et une pression turque aussi, parce qu'il faut placer ça dans un contexte plus global, où on voit qu'en Turquie, le président turc, Erdogan, est en train de pacifier ses relations, je dis bien est en train et on ne sait pas ça, avec aussi les Kurdes. Donc il faut voir que tout ça se place dans un contexte plus global, et effectivement, dans ce cas-là, les Kurdes syriens peuvent avoir un intérêt à participer à un État qui serait presque une fédération où les comme en Irak. Voilà, où aurait un peu, pas forcément le système irakien, parce qu'il est un peu particulier, mais enfin bon, un système à inventer, j'ai envie de dire. Et on voit, par exemple, qu'Al-Shara, j'en finis par là, a confié aux Druzes l'autorité de remplir, d'assurer la sécurité locale. C'est-à-dire que ce sera des policiers druzes qui patrouilleront et qui assureront la sécurité locale dans la région druze. Donc, c'est une certaine autonomie, en quelque sorte, des forces de police. Alors, est-ce que les Kurdes vont aller aussi vers une forme d'autonomie? En tout cas, eux rêvent d'un régime fédéral où ils ont une vraie autonomie. Renaud, au sujet de ce rassemblement qui se fait en marge de ces exactions. Oui, mais c'est très important. Effectivement, vous savez, Al-Shara, il était le protégé d'Erdogan. Et le chef historique du PKK, qui s'appelle Öcalan, qui est enfermé sur une île au large d'Istanbul depuis, je sais pas, 23 ans ou 24 ans, il a été autorisé, il a prêché la paix, la réconciliation et le dialogue, et donc il est très écouté, effectivement, par ses troupes. C'est un leader charismatique. Et donc, il est possible que le PKK renonce à faire une sorte de jonction du Kurdistan syrien avec le Kurdistan turc, qu'il se rassemble donc, sur la Syrie dans un ensemble syrien avec lequel, évidemment, la Turquie aura de bonnes relations, puisque Erdogan a protégé et armé Al-Shara. Et donc ça va plutôt dans le bon sens.
voilà. C'est vrai qu'on voit qu'il y a une le discours redistribution. le discours d'Al-Shara est quand même, c'est un discours qui est quand même agréable à entendre. Quoi. C'est un discours sympathique, construit. On a envie d'y croire. Comme vous le disiez, comme vous le disiez tout à l'heure, on attend les actes. Je vais même aller plus loin. Et après, on passe à On a envie d'y croire. Mais je pense qu'il est sincère. Je pense qu'il est sincère. Mais, comme le disait très bien Patricia, en fait, dans la géopolitique, il y a toujours les minorités agissantes qui peuvent tout bouleverser. Qui peuvent tout bouleverser et détruire le bonheur des populations. Laure, ça se découvre dans vos dessins? Le mystère Al-Shara, les dessinateurs continuent de le trouver encore un petit peu opaque. On va commencer par ce dessin de dilemme, dessinateur algérien qu'on ne présente plus. Il faut dire quand même que les massacres en région alaouite ont jeté quand même une ombre au tableau. Massacre en Syrie, les autorités promettent de poursuivre les responsables et on a Al-Shara au premier plan qui dit une fois qu'ils auront fini avec l'humour noir légendaire de dilemme. Donc voilà, on a besoin comme vous le disiez, des actes, de voir par les actes et effectivement des condamnations qui pourraient peut-être venir rapidement. Un autre dessin de Emma Dajjaj, grand dessinateur jordanien pour Al-Arabi Al-Jadid, qui est très fort parce qu'il raconte comment justement malgré des décennies de chaos, la Syrie quand même parvient à se doter, on vient de le dire, d'une déclaration constitutionnelle qui garantit quand même dans le texte, alors là aussi il faut voir pour le croire, mais la liberté d'expression, les droits des femmes. Donc quand on dit qu'on a envie d'y croire, c'est vrai qu'on a envie d'y croire. Il faut voir ce que dans la pratique ça peut donner, mais enfin c'est quand même pas rien comme en tant que gage, il faut le dire. Et puis pour terminer, ce dernier dessin du dessinateur syrien justement, Fahd Bahadi, qui suggère avec une certaine fraîcheur et une forme d'espoir, ça en dit beaucoup aussi sur l'état d'esprit des Syriens, qu'il n'y aura pas de paix durable en Syrie tant que la diversité du peuple syrien n'est pas prise en compte. Là, vous voyez que sur la petite feuille, il y a les chrétiens, les Kurdes, les Arabes, les Druzes, les Alaouites dont on parlait. Donc voilà, j'avais envie de terminer avec cette note d'espoir. Vous avez raison, ça fait du bien. Merci beaucoup, Laure. Il est question ce soir aussi, dans Une semaine dans le monde, de cette guerre commerciale, pour reprendre le terme qui circule depuis quelques jours entre les États-Unis et le reste du monde, car Donald Trump exerce ses pressions sur ses ennemis, mais aussi sur ses alliés. Personne n'est épargné, peut-être l'Australie encore. Le Japon lui-même n'a pas réussi à plaider sa cause. La dernière menace du président Trump concerne les alcools de l'Union européenne, avec des droits de douane vertigineux. Je vous propose d'écouter Donald Trump. L'Union européenne nous traite très mal, et ce depuis des années. Et comme vous le savez, nous allons appliquer des taxes réciproques. Donc quel que soit le montant qu'ils nous facturent, nous leur facturerons. Personne ne peut s'en plaindre, peu importe le montant, peu importe. S'ils nous facturent 25%, 20%, 10%, 2%, 200%, c'est ce que nous leur facturerons. Renaud, là, on a vu que les Européens ont décidé de rendre coup pour coup, et ça, Trump, en fait, s'y attendait pas, œil pour œil, dent pour dent, et il est pris à son propre piège, finalement. Il est pris à son propre piège. Il va devoir... ça inquiète quand même les milieux d'affaires américains. Vous avez vu que les marchés. La bourse et les marchés ont quand même beaucoup chuté. C'est une conception économique, mercantiliste, je dirais même pas du 19e siècle, parce qu'il y avait beaucoup de libre-échangistes dès le 19e siècle, mais peut-être du 18e siècle. En tout cas, ça revient sur une politique américaine constante depuis 1945, parce que vous savez, les Américains, après la Deuxième Guerre mondiale, dans le multilatéralisme qu'ils ont constitué, pour eux, le libre-échange, c'était très important, parce qu'ils ont considéré que l'absence de libre-échange et les guerres commerciales avaient mené à la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, c'était parmi les causes qui avaient mené à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils ont fait le système qui s'appelait le GATT, après ça s'est appelé l'OMC, ça s'appelle toujours l'OMC. Ils ont, après, moins joué le jeu dans les années 2000, les Américains, mais le libre-échange est quelque chose quand même d'important. Et là, il revient sur le libre-échange, c'est un virage à 180 degrés qui est quelque chose qu'aucun économiste aujourd'hui que je connaisse, en tout cas, peut soutenir. Alors, quand l'Union européenne voit ça, effectivement, elle doit répliquer
avec nuance, parce que, en fait, nous avons plus à gagner que les Américains. Je crois, de mémoire, que l'Union européenne vend pour 300 ou 350 milliards d'euros de biens aux États-Unis et les Américains uniquement 150 milliards. Donc, c'est vrai que il y a un déséquilibre dans le commerce, dans les balances commerciales, mais évidemment que l'Europe ne peut pas rester les bras ballants. C'est ce que font un peu les Britanniques en disant on préfère la voie plus diplomatique. Enfin, en même temps, si leur whisky et comme ils ne sont pas dans l'Europe, vous savez, les droits de douane, c'est une politique concédée. Hein. C'est pas la France qui fait ses propres droits de douane depuis le début, d'ailleurs, du marché commun. C'est une politique commune avec les ressources communes. C'est-à-dire l'argent qui arrive des droits de douane est versé dans le pot commun de l'Union européenne pour financer le budget de l'Union européenne. Et donc là, l'Europe ne peut pas, évidemment, rester les bras ballants et va réagir. Maintenant, je pense que la Commission va trouver les biais qui font le plus mal, c'est-à-dire notamment aller frapper dans les États républicains pour qu'il y ait pour que la base républicaine dise à Trump « il faut arrêter ». Alors justement, effectivement, on a le ministre français de l'économie qui va se rendre sur place pour essayer de plaider la cause de la France, notamment pour son secteur. Mais les conséquences, il parle d'une guerre idiote, mais on le voit, les conséquences sont réelles. On a vu les conséquences sur les marchés et elles sont réelles, directes, Patricia, sur les Américains eux-mêmes, ces mêmes Américains qui ont voté pour Donald Trump. Est-ce que réellement c'est ce qu'attendent les électeurs de Donald Trump, cette politique qu'il mène contre le reste du monde? Enfin, pour le moment... ils ne sont pas terriblement affectés, hein, malgré tout. Nous, il ne faut pas qu'on prenne non plus nos désirs pour des réalités. Hein. On voit que l'inflation, quand même, qu'on attendait plus forte aux États-Unis, est moins forte que celle prévue. Bon, il y a des augmentations de prix. Ils vont avoir effectivement de la difficulté pour trouver des tomates et des avocats. Mais enfin, bon, et les voitures vont effectivement renchérir en prix. On n'est pas encore au moment où on va mesurer vraiment l'effet de ces sanctions sur la population américaine. Parce que si dans 2-3 mois, effectivement, il y a cet effet qui apparaît dans les prix, mais qu'au même moment, il annonce des réductions d'impôts pour tout le monde, finalement, vous voyez, enfin, tout ça va finir... Je veux dire, c'est quand même excessivement erratique. Le tout, c'est de savoir comment nous, effectivement, nous allons réagir. Alors, effectivement, je suis plutôt d'accord parce qu'on va cibler, hein, comme le dit Renaud très justement, on va cibler là-dessus. Mais néanmoins, la Commission européenne s'est dotée d'armes, il y a 2 ans, je crois, d'armes de destruction massive, en quelque sorte, pour lutter contre l'imposition des droits de douane. On peut, par exemple, je vous donne juste un exemple parce qu'il faut faire bref, on peut, par exemple, décider qu'on lève tout ce qui est les restrictions qui concernent la propriété intellectuelle et les brevets. On les rend libres. Eh bien, imaginez-vous, les laboratoires américains et tout, on pourra aller consulter sans aucune... Donc, c'est une arme de destruction massive, ça. Les Américains ne veulent surtout pas, parce qu'eux, ils en fabriquent des brevets. Et ils ont des tas de produits qui nous facturent très cher, qui sont donc sous la protection de ces brevets. Si maintenant, ces brevets, on peut les utiliser comme on veut en Europe, imaginez-vous que ça ne va pas leur faire plaisir. Donc, on dispose quand même de certaines armes. Et quant à notre déficit, il est effectivement majeur en ce qui concerne le déficit commercial comme l'a fait remarquer Renaud. Mais en revanche, quand il s'agit des services, en particulier avec le digital, là, il ne tombe plus qu'à 50 milliards, ce qui est beaucoup moins. Laure, sur ce dernier sujet, ce dernier thème. Oui, je vous montre ce dessin du dessinateur cubain Ramsès. Panique un peu à Wall Street ces derniers jours avec ce début de ce qu'on appelle déjà une récession Trump, entre guillemets, et cette guerre commerciale à la tronçonneuse. Vous voyez la tronçonneuse sans doute prêtée par Milei, n'est-ce pas? C'est un dessin qui se passe de commentaires, qui est très, très éloquent. Un autre dessin de CAC décidément en forme pour l'opinion sur la dégringolade de Tesla, donc avec une chute, on vient de le dire, de plus de 15% de sa valeur. On va le voir. On n'a pas le dessin pour l'instant. Il va arriver. Si, il va arriver, je pense. Il faut que la région... Voilà. C'est peut-être que le salut nazi de son propriétaire n'a pas forcement plu. Et donc, du coup, le dessinateur s'en amuse. Elle a vachement chuté. Et c'est fou, avant, elle était là. Bon, voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Mais ça fait plaisir quand on le dessine, sans doute. Et puis, surtout, quand on le voit. Un autre dessin de Nicolas Vado que vous verrez sur ce plateau la semaine prochaine pour l'Écho. Parce qu'il y a eu quand même cette scène absolument pathétique à la Maison-Blanche avec
un Trump qui vole au secours de son protégé et qui lui achète une Tesla en direct à la Maison-Blanche. Donc évidemment, c'était facile pour les dessinateurs de s'en amuser. Combien Tesla a-t-il vendu de voitures ce mois-ci? Trump qui répond une. Voilà, on est au moins sûr de ça. Puis pour terminer, ce dessin du duo de dessinateurs Plop et Cancre, dessinateur français que je trouve très bien trouvé. Sur la base MAGA. Qu'adviendra-t-il de cette base MAGA en janvier 2025? C'était Make America Great Again. Et peut-être que bientôt, en janvier 2029, ce sera To Make America Great Again, une petite pièce, s'il vous plaît. Ce sera peut-être même avant. Voilà, peut-être même avant avec la casquette renversée. C'est très bien vu. Très bien vu, merci. Parce qu'effectivement, ce sont les Américains qui peuvent en pâtir aussi. Exactement, donc on verra les conséquences d'ici quelques semaines, quelques mois. Renaud, Patricia, merci beaucoup d'être venus sur ce plateau, nous avoir livré vos réflexions. Une semaine dans le monde, c'est à retrouver sur Internet, sur notre site. Allez le visiter, il y a plein d'histoires passionnantes qui sont couvertes sur le site Internet et qu'on n'a pas le temps de couvrir dans nos journaux, sur les réseaux sociaux aussi. Puis moi, je vous retrouve dans une poignée de minutes.